Les lois de l'histoire. Le podcast sur l'actualité de la recherche en histoire du droit, présenté par Paul Chauvin-Madère. Le chiffre 20 est-il le nouveau porte-bonheur d'Aziz Lapoisse? Oui, si l'on considère qu'il lui a permis d'annuler sa détention provisoire. Que s'est-il passé? Alors qu'il est détenu à Lyon, depuis septembre 2022 pour trafic de stupes et blanchiment d'argent, son avocat envoie une demande de mise en liberté à la chambre de l'instruction à peu près un an plus tard. La lettre recommandée parvient au greffe de la Cour le 12 septembre 2023, mais en raison de son imprécision et de l'engorgement de la justice, cette lettre n'est transmise que le 28 septembre au service de l'audiencement, celui qui fixe les audiences. L'audience justement a lieu le 18 octobre et la chambre de l'instruction rejette la demande de mise en liberté. Bien, où est le problème? Il est dans le fait que le code de procédure pénale impose de trancher ce genre de demande dans un délai de 20 jours, sans préciser cependant exactement à partir de quand lancer le compte à rebours des 20 jours. Est-ce que c'est le 28 septembre, le jour de l'audiencement, rappelez-vous, c'est ce qu'affirme la chambre de l'instruction, ou est-ce le 12 septembre, date de la réception de la lettre par le greffe de la Cour, comme l'explique l'avocat de la défense? Eh bien, c'est le 12, selon la Cour de cassation, qui a donc annulé la procédure et libéré Aziz Lapoisse. Malgré sa technicité, cette décision du 24 janvier 2024 a attiré l'attention des journalistes du Parisien qui ont fait un article sur la décision le 6 juin dernier et suscité l'indignation de l'extrême droite. Pourquoi? Peut-être d'abord parce que c'est une affaire emblématique de la fragilité de la procédure pénale qui peut s'effondrer comme là sur une simple question de délai et entraîner la libération d'un personnage potentiellement dangereux. Et puis peut-être aussi que cette affaire tombe à point nommé pour appuyer les conclusions de la commission d'enquête sénatoriale sur le narcotrafic, conclusions qui ont été rendues le 14 mai 2024. En effet, les sénateurs proposent, notamment, de repenser le régime des nullités pour le rendre moins favorable aux narcotrafiquants qui sont peut-être un peu trop aidés par la complexité de la procédure pénale et par l'habileté de leurs avocats. Bref, l'avenir nous dira comment les nullités seront repensées, mais le passé peut déjà nous dire comment elles ont été pensées grâce à la thèse de Florian Réverchon intitulée « Les origines de la théorie des nullités, 12e, 19e siècle ». Bonjour Florian. Bonjour Paul. Florian, vous avez soutenu votre thèse le 15 décembre 2022 à l'université de Lyon 3 mois après l'emprisonnement d'Aziz Lapoisse dans cette même ville. Cela dit, heureusement, vous n'exercez pas le même métier, sauf si on considère que les historiens du droit blanchissent l'argent du contribuable pour vendre des connaissances stupéfiantes. Et plus sérieusement, vous êtes maître de conférence à Lyon 3, ou du moins vous l'étiez quand je vous ai invité, mais vous êtes maintenant professeur à l'université de Toulouse. Vous êtes le premier agrégé que je reçois dans les lois de l'histoire, si je laisse de côté Louis Terracol, que j'ai interviewé avant les résultats, mais que je salue et que je félicite tout autant. Et vous êtes également premier mathématicien, je crois, et normalien que je reçois ici. Alors je suis très heureux que vous soyez converti à l'histoire du droit, mais je peux m'empêcher de vous demander pourquoi avoir abandonné ce parcours scientifique. Bon, c'est comme beaucoup de décisions, c'est un concours de circonstances. C'est l'occasion pour moi de mentionner Jean-Louis Alperin, qui en fait a joué beaucoup dans cette conversion, un historien du droit, un historien du droit qui est professeur d'histoire du droit à l'école normale et dont j'ai suivi les séminaires. Et bon, comme j'avais aussi envie de faire d'autres choses que des mathématiques, c'est peu à peu ça qui m'a conduit à abandonner mes premières amours et puis à me tourner vers l'histoire du droit. Et laissons de côté les origines de votre conversion pour parler des origines de votre thèse. Quelles sont-elles? Bon, là aussi, c'est un peu un concours de circonstances. Je suis toujours attiré par les sujets un peu théoriques, donc voilà. Mais en fait, c'est mon directeur de mémoire, donc Franck Roumy, dont je suivais les cours, qui avait mentionné un jour dans un cours, il y avait peut-être quelque chose à faire sur cette question. Ça avait retenu mon attention, je lui avais proposé ce sujet. Et ensuite, il avait eu la gentillesse de demander à Elena Giannozzi, qui venait à ce moment-là de préparer un article sur la question des nullités en droit romain, si elle pouvait donc me faire lire cet article qui avait confirmé un peu mes premières intentions dans
enfin, dans cette direction. Et voilà, c'est ainsi que le sujet est né. Sujet qui est celui des nullités. Est-ce que vous pourriez définir la notion? Oui, bon, c'est toujours, bien sûr, la difficulté, c'est de donner une définition et on a toujours ce problème en histoire, qui soit une définition suffisamment large pour embrasser un phénomène historique qui a connu des fluctuations dans le temps. J'ai fini par donner dans l'introduction la définition suivante. J'ai dit qu'un acte nul ou invalide, on peut prendre l'un ou l'autre des deux mots, c'est un acte qui est inefficace, donc qui ne produit pas les effets escomptés par les parties, en totalité ou en partie, il peut être partiellement inefficace, et que cette inefficacité soit due à une cause, un motif contemporain de sa formation. C'est ce qui permet de distinguer d'autres notions, comme un contrat qui est caduc, par exemple, qui devient inefficace, alors qu'au départ, il avait tout ce qui était nécessaire pour être efficace. Donc il y aura les mêmes résultats qu'une nullité, mais pour d'autres raisons. Pour d'autres raisons, voilà. Et pourquoi parler des nullités au pluriel dans votre sujet? Alors, dans le titre de la thèse, j'ai choisi l'expression qui est consacrée aujourd'hui en France pour évoquer cette question, théorie des nullités. Le pluriel, en effet, est étrange, et le mot a d'abord existé au singulier et n'a été employé qu'au pluriel qu'à partir peut-être du XIVe, XVe siècle de façon plus fréquente. Et là, ça désignait les nullités au sens, en fait, les causes de nullité. La plupart du temps, il existe différentes nullités. C'est une sorte de métonymie, de raccourci pour dire les causes de nullité. Et j'ai choisi donc l'expression habituelle parce que le but était, dans cette thèse, de parler de l'histoire de ce que l'on considère aujourd'hui comme étant la théorie de nullité, non pas... Vous parlez des nullités au pluriel, nullités au pluriel qui portent sur différents actes au pluriel. J'ai parlé dans mon accroche d'un acte de procédure pénale, mais vous avez traité tout un tas d'outils juridiques qui ont pu subir des nullités, lesquels? Alors, évidemment, c'est l'ensemble des actes. Moi, je me suis concentré sur ce qu'on appellerait, nous, les actes juridiques de droit privé, bon, les contrats, les testaments... les actes du quotidien. Les actes du quotidien. J'ai exclu le mariage, alors même que c'est aussi un acte juridique, parce que pendant très longtemps, à vrai dire, jusqu'au XIXe siècle, où le mariage est devenu une question traitée par les codes civils et donc un acte juridique soumis aussi aux règles générales des actes juridiques, c'est une question qui était abordée généralement assez à part et avec des... Bien sûr, ça existait aussi la nullité du mariage, mais avec des considérations un peu différentes, une terminologie un peu différente, des procédures un peu différentes. J'ai abordé la nullité procédurale également, donc tous les actes du procès, et en particulier bien sûr la sentence du juge, parce que le parallèle était très souvent fait dans les sources entre ces deux questions, l'acte de droit privé et puis la sentence. Mais on pourrait aussi étudier la nullité des actes administratifs, que vous avez laissé de côté, mais qui pourraient s'appliquer, mais qui pourrait aussi être étudié. Et j'ai employé le mot acte, mais je crois que c'est un terme anachronique. Est-ce que vous pourriez nous rappeler dans quelles circonstances il a été inventé, ce terme, et en quoi il vous a été utile? Oui, c'est une notion, on peut dire, du XVIIIe siècle, qui est due à certains auteurs allemands, et puis qui a été popularisée au XIXe siècle, avant de devenir, même en France, surtout à la fin du XIXe siècle, un cadre de pensée habituel. On appelle acte juridique. Finalement, la définition habituelle que l'on donne aujourd'hui dans les cours de droit est assez bonne. Une manifestation de volonté destinée à produire des effets de droit. J'ai choisi le terme d'acte juridique et je l'ai employé même avant le XVIIIe siècle parce que même si le terme en lui-même n'existait pas, c'était pas un concept avec lequel les juristes du Moyen-Âge, par exemple, raisonnaient, les problèmes qui sont liés à que permet d'aborder ce concept, eux, sont des problèmes presque atemporels. Au fond, il y a des personnes qui ont une volonté, qui l'expriment d'une façon ou d'une autre, et cette volonté vise à créer des effets de droit. Et la question, c'est est-ce que l'ordre juridique reconnaît ou non ces effets de droit, quelles sont les conditions pour les reconnaître, etc. Et ça, c'est une question qui se pose toujours, dès lors qu'on admet que des personnes privées puissent créer, au fond, des normes juridiques. Vous avez donc... une thématique très large, un champ d'actes très large. Cela dit, vous poursuivez un objectif précis, c'est l'objectif de la formulation de la théorie des nullités. Qu'est-ce que ça veut dire, une théorie pour un juriste ? Alors, une théorie, c'est un terme que l'on emploie parfois sans trop y penser. J'ai pensé qu'il y avait 3
critère très important pour définir au fond une théorie. Une théorie, c'est, on pourrait dire, un ensemble de règles, de principes qui ont une vocation descriptive d'abord. Ça vise à synthétiser avec quelques formules assez faciles à retenir les principaux éléments qui régissent une institution juridique. Ça a une dimension ensuite prospective, c'est-à-dire que ça permet d'inventer de nouvelles solutions. Ce n'est pas simplement pour décrire les solutions qui ont déjà été trouvées, mais ça donne des arguments pour défendre de nouvelles solutions. Et enfin, c'est didactique, c'est-à-dire que la théorie est fondamentalement liée à l'enseignement du droit. C'est pour ça que ce sont souvent plutôt les auteurs de doctrine qui inventent des théories. Bon, ensuite, elles peuvent être, bien sûr, elles peuvent servir à leur tour d'argument dans des décisions de justice, parce que ça vise à rendre le droit plus facile à retenir. Vous avez parlé de doctrine, c'est justement sur la doctrine que vous avez construit votre thèse. Est-ce que vous pourriez nous donner une idée du nombre de sources doctrinales que vous avez étudiées et puis de nous donner quelques noms ? J'ai cherché à étudier, comme le titre l'indique, les origines, donc en remontant, on y reviendra sans doute, à l'apparition même de la notion de nullité au XIIe siècle. Alors je me suis concentré sur, en premier lieu, sur les auteurs dont on peut dire qu'ils ont eu une grande influence dans l'histoire des idées juridiques. Alors c'est bien sûr quelque chose qui parfois est aujourd'hui mal vu de regarder seulement, de dire il y a des grands auteurs et des auteurs plus mineurs. Dans une certaine mesure, c'est un peu arbitraire de dire ça, mais on ne peut pas nier que certains, alors on peut prendre l'exemple d'Accurs, d'Azon, de Balde pour le Moyen-Âge. Et puis ensuite, il y a aussi des noms qui sont très familiers de la plupart des juristes. Alors Pothier, par exemple, n'a pas eu finalement... c'est peut-être pas lui qui a été le plus innovant sur ces questions en France sous l'Ancien Régime. Mais d'autres auteurs... Alors, Domat, dans une certaine mesure, ont joué un rôle important. Et donc des auteurs que vous avez choisis Mais bien sûr, j'ai essayé de consulter d'abord les principaux auteurs et puis ceux à qui ils renvoyaient. Parce que c'est souvent comme ça, en histoire des idées, on regarde... Avec qui ils discutent. Et puis ensuite, qui sont les auteurs qui sont mentionnés. Et à partir de là, on peut remonter dans une sorte de généalogie quel est le... Voilà, qui peut-être et dans quel contexte surtout, et pour répondre à quel problème, a eu l'idée de présenter ce que autrefois on présentait d'une autre manière, a eu l'idée de l'évoquer différemment. Vous avez parlé de généalogie, des origines. Dans le titre de votre thèse, vous limitez au XIIe, XIXe siècle, ce qui fait déjà une grosse période, mais en réalité, dans votre thèse, vous partez du droit romain. Pourquoi avoir eu un titre plus réduit que l'ampleur de votre thèse, qui est encore plus grande que ce que l'on pourrait croire? Alors, en effet, je parle du droit romain, mais en fait, j'ai choisi donc de mettre le XIIe siècle parce que c'est tout simplement le moment où le problème que l'on appelle aujourd'hui la nullité, c'est-à-dire le fait qu'il y a un acte qui ne produit pas ses effets, mais qu'on considère quand même qu'il existe, et on lui donne un qualificatif en disant qu'il est nul. Et ça, c'est un peu un paradoxe. On dit l'acte, il est nul, donc... c'est une sorte de négation, il n'y a pas vraiment d'acte, mais en même temps il y en a quand même un, il existe, et qu'est-ce qu'on doit faire ? Ces termes-là ont été posés au XIIe siècle par ce que l'on appelle habituellement les glossateurs, les premiers auteurs à avoir commenté la compilation de Justinien au XIIe siècle, alors que le droit romain, les juristes romains ne pensaient pas en ces termes. Et au sein de cette période très vaste, est-ce que vous avez vu des étapes marquantes ? Oui, on pourrait dire qu'il y en a deux. La première, c'est en fait au Moyen-Âge central, XIIe, XIIIe siècle. C'est le moment où on a inventé d'utiliser l'adjectif latin nullus, qui en fait, ça peut simplement dire rien, ou c'est une négation. Quand on dit nullus contractus, ça veut dire aucun contrat. C'est donc de dire qu'il n'y a pas de contrat. C'est devenu un adjectif qualificatif qui désigne plutôt une qualité d'un contrat qui est nul. Il est quelque chose, et ce quelque chose, c'est qu'il est nul. Ça, c'est donc la le première terme étape. de nullité, c'est la première étape. Et on verra, peut-être on en reparlera, mais ça s'accompagne d'un discours sur la substance de l'acte, et donc les éléments substantiels de l'acte. Et la deuxième grande étape, c'est au XVIIIe, XIXe siècle, en lien avec la systématisation du droit et aussi la codification, cette idée de créer une théorie des nullités, c'est-à-dire de réunir tous les grands principes
qui gouverne cette question dans une partie plus générale. Donc c'est une révolution qui est plus une révolution didactique dans la forme et qui est à l'origine directe de ce que nous appelons, nous, la théorie des nullités. Et peut-on dire que l'histoire que vous avez étudiée a un sens, comme on parle de sens de l'histoire chez les marxistes? Je crois qu'il y a un auteur qui s'appelle Japio, qui était assez connu des civilistes. Est-ce que vous pourriez rappeler ce qu'il avait dit, s'il avait, lui, donné un sens à l'histoire, et donner votre avis par rapport à sa théorie? Oui, alors Japio, donc dans une thèse en fait consacrée à cette question en 1909, dit voilà, il y a une approche classique sur la question de la nullité qu'on pourrait dire ontologique. Ça consiste à dire l'acte a des éléments essentiels, il est défini par une substance, et bon, pour savoir si l'acte est valide ou non, et si l'invalidité est plus ou moins grave, il faut savoir si le vice qui l'affecte est plus ou moins grave. Bon, voilà, en substance. Et donc puis, les testaments auraient une nature, comme le testament a une les contrats de nature, vente. et puis bon, certains testaments sont plus ou moins viciés, donc certains le sont tellement qu'ils sont complètement nuls, et puis d'autres le sont un peu moins, et ils peuvent être sauvés. Voilà, schématiquement, ce qu'avait dit Japio, ou plutôt ce que Japio prêtait comme conception aux auteurs de son temps et du 19e siècle. Et puis lui dit, ma théorie, alors on l'a résumé en disant c'est une théorie moderne, ma théorie c'est de dire il faut étudier en gros le but poursuivi par le législateur lorsqu'il dit qu'il faut que l'acte soit fait comme ceci ou comme cela, et adapter la sanction à ce but. Alors on en a retenu aujourd'hui dans les manuels de droit que Japio a inventé les idées de nullité absolue et relative définies comme en fonction du but et de l'intérêt protégé par la loi. En fait, Japio est plus nuancé, et il est plutôt anti-théorie tout simplement. Il veut pas qu'il y ait il veut une approche presque casuistique, mais qui a comme point commun avec ce que nous appelons, nous, la théorie moderne, que c'est une approche téléologique, en fonction du but poursuivi par la loi qui sanctionne l'acte. Et pas de la nature de l'acte. Et pas de la nature de l'acte. Donc l'opposition, elle est là, entre nature ou alors but. Et vous montrez dans votre thèse que c'est un peu caricatural ce qu'a dit Japio. Ce que j'essaie de démontrer, c'est qu'au fond, les deux arguments, celui tiré de la nature de l'acte, donc de l'ontologie, et puis celui tiré du but poursuivi par soit le législateur, soit plus largement l'institution juridique, si on ose ce mot, eh bien, ces deux arguments se sont souvent combinés pour défendre ou bien la validité ou bien l'invalidité. Qu'on n'a pas attendu Japio pour... Voilà, c'est un peu schématique de dire il y a eu une période où c'était comme ça et une autre où c'était autrement. Et donc voilà l'un des gros apports de votre thèse. Est-ce qu'il y en aurait un autre ou deux que vous voudriez mettre en avant? Bon, j'ai essayé aussi de montrer dans cette thèse que souvent on présente le Code civil de 1804 comme étant très flou sur la question de la nullité, et en même temps comme essayant de faire une synthèse. L'action en nullité ou récision, qui était encore mentionnée jusqu'en 2016 dans le Code civil, on l'a présenté comme une espèce de fusion de différents mécanismes qui existaient sous l'Ancien Régime. J'ai tâché de montrer au contraire que, de ce point de vue-là, le Code civil était beaucoup plus proche de ce que, en Allemagne ou en Italie, on appelait le jus commune. Au fond, il y a beaucoup plus de points communs entre cette conception des auteurs du Code civil et ce que le droit, qui est une forme de droit romain actualisé au Moyen-Âge et à l'époque moderne, qui était davantage enseigné dans les autres universités européennes. Et donc pour montrer tout cela, vous avez suivi un plan divisé, une fois n'est pas coutume, en 5 chapitres, 4 et 1 liminaire. Les 2 premiers chapitres peuvent être rapprochés dans la mesure où ils suivent la théorisation des nullités à partir des matériaux fournis par le droit romain, qui était un droit plutôt pragmatique, on le verra. Un droit que la doctrine du bas Moyen-Âge va théoriser, et je dirais même transformer, en prenant du recul, pour réfléchir à la nature, à l'ontologie des nullités. Et après ce parcours chronologique, les 2 chapitres suivants de votre thèse constituent, il m'a semblé, une sorte de pause nécessaire pour peindre en détail le travail de la doctrine médiévale qui a expliqué, classé, problématisé les nullités pour en tirer une série de conséquences procédurales. Le dernier chapitre de votre thèse reprend, si l'on peut dire, le fil de la théorie des nullités qui est finalement mise en forme, ou devrais-je dire mise sous la forme que l'on connaît, entre les 16e et le 19e siècle. Et bien voilà le plan de votre thèse dont on va discuter dans la seconde partie de notre émission. Pour simplifier notre sujet du jour et aborder le maximum de points de votre thèse très riche, je vous propose de construire notre discussion autour de 2 questions principales. Dans un premier temps, nous verrons comment se présente la théorie des nullités, comment elle a été formulée, avec quels termes, quelles distinctions, sur quels critères elle s'est construite. Et puis dans un second temps, nous verrons pourquoi
la théorie des nullités a-t-elle ainsi été présentée? C'est-à-dire quelles conséquences, quels enjeux ont été pris en compte et déduits de cet effort de classification, de conceptualisation? Commençons par voir comment se présente la théorie des nullités en partant du droit romain que nous avons évoqué tout à l'heure. Pourquoi peut-on dire, pourquoi avez-vous dit qu'il n'y avait pas vraiment de théorie des nullités à l'époque? J'ai répété ce que beaucoup de romanistes avant moi ont dit. Il n'y a pas de théorie des nullités parce que, d'abord, il n'y a pas même de terme pour désigner ce que nous appelons nullité. Il y a bien sûr un certain nombre de mots que les juristes emploient pour dire que l'acte ne produit pas d'effet. Si l'on devait résumer, on dirait que les jurisconsultes romains se sont intéressés plus à l'inefficacité ou à ce qu'ils appellent l'inutilité de l'acte. L'acte est inutile, il n'a pas la fonction qui était escomptée par les parties, mais pas à la question que nous appelons nullité, qui renvoie toujours à l'idée que l'acte a plus ou moins une substance ou quelque chose qui fait que si cela lui fait défaut, eh bien, il est inexistant. Les juristes romains ne considéraient pas les actes comme des objets juridiques. Et pourquoi donc les Romains pensaient comme ça? Est-ce que c'est parce qu'ils n'avaient pas la même vision du droit? Il y a en effet la casuistique des jurisconsultes romains qui fait qu'ils n'avaient pas besoin d'une théorie des nullités, la manière même de présenter le droit. Je crois que il y a une autre raison, c'est que c'est un peu un cliché, mais un cliché qui est vrai sur le droit romain en partie, de dire que les juristes s'intéressent peut-être d'abord à l'action, qui est l'action en justice. Donc on se pose moins la question de savoir si l'acte est entaché d'un vice que l'on appelle le dol, mais plutôt de quelle est l'action que l'on peut intenter pour obtenir un dédommagement si on a été victime de dol. Et donc on ne se pose pas exactement les mêmes questions. Nous, on fait différemment. Comme vous l'avez dit, ils sont plutôt pratiques, opérationnels. Ils pouvaient priver d'effet certains actes. Est-ce que c'était en gros, sans faire une liste exhaustive, pour les mêmes raisons qu'on annulait, qu'on rendait inefficaces les actes, ou est-ce qu'il y a eu des grosses inventions postérieures? Non, en substance, ce sont un peu les mêmes raisons, et on retrouve dans le droit romain beaucoup de ce que nous appellerions nous les causes de nullité. Le dol, l'erreur, même la lésion, un peu plus tardivement, à partir de Dioclétien. On pourrait dire qu'il y a des motifs qui sont plutôt objectifs, qui sont liés au contenu de l'acte, l'objet de l'acte qui est immoral, même illégal, ou bien alors des causes plus subjectives qui sont liées à la capacité des parties ou au consentement, et donc à un défaut dans le consentement. Et ces éléments vont être recyclés, récupérés au Moyen-Âge pour développer une théorie que vous avez évoquée, la théorie ontologique. Est-ce que vous pourriez nous rappeler, préciser un peu ce que ça veut dire, cette ontologie? Oui, j'ai employé ce terme, peut-être un peu pompeux ou un peu effrayant, parce que certains auteurs médiévaux ont abordé les principaux actes juridiques, la vente, le testament, le louage, en se demandant quelle était la substance de cet acte, et même en distinguant les éléments substantiels, les éléments accidentels de l'acte, et donc en disant, c'est logique, les éléments substantiels sont nécessaires pour que l'acte soit valide, et les éléments accidentels, au contraire, peuvent faire défaut, et l'acte sera quand même valide. Et ça, c'est une manière, j'ai dit ontologique, parce que ça revient à étudier l'acte juridique comme un être, dont on se demande quelle est la substance. Et pourquoi qu'est-ce qui a permis, quelques siècles après le droit romain, d'avoir cette vision, de se poser ces questions-là? Alors il y avait bien sûr dans le droit romain quelques passages où les juristes employaient même le terme de substance qui, en fait, dans le latin juridique de l'Antiquité, substantia, le sens originel, c'est la richesse, c'est ce que l'on possède. C'est pas, bien sûr, c'est un terme qui a eu un sens philosophique, et le terme a été, donc les juristes médiévaux ont utilisé ces passages pour donner à substance le sens philosophique, celui qui était enseigné dans les écoles, dans les universités, dans la faculté des arts, où on étudiait la logique, et donc ce sont des gens qui ont aussi une formation qui est celle ils ont étudié la logique de Boès, les idées de Platon et bientôt celles d'Aristote, et donc ils pensent en des termes qui consistent à étudier, à substantialiser, pourrait-on dire. Et est-ce que le fait qu'ils soient en général théologiens ou qu'ils soient croyants, est-ce que ça peut pas aussi avoir une influence dans l'idée que la connaissance ne doit pas, comme chez les Romains, avoir un but concret, mais peut-être juste décrire le monde tel que Dieu l'a créé? En fait, tout ceci se rattache à leur conception générale du droit. Au Moyen-Âge, tout le monde pense qu'il existe des entités juridiques qui ont une existence par elles-mêmes. Le contrat de vente, ce n'est pas une création du législateur,
il existe un objet que l'on appelle la vente, qui fait partie du droit naturel. Et donc, on peut décrire objectivement ce qu'est une vente, et c'est ça qu'il cherche à faire quand il parle de la substance d'un acte. Vous avez parlé du droit naturel, je rebondis. Est-ce que ça veut donc dire que pour eux, ils vont avoir besoin de lois pour poser leurs critères, ou est-ce qu'au contraire, ils se fondent sur le droit naturel? Est-ce qu'une loi est nécessaire, autrement dit, pour une nullité? Alors c'est là toute la difficulté à laquelle ils ont été confrontés. Il y a d'un côté, par exemple, prenons la vente. La vente, ça existe. On peut définir ce que c'est une vente, l'échange d'une chose contre un prix, et il faut un consentement. Donc ça, c'est les éléments qui relèvent du droit naturel. Mais le législateur peut ajouter des conditions. Il peut interdire de vendre tel ou tel objet. Il peut exiger le paiement d'une taxe pour que la vente produise ses effets. Et donc les juristes ont été conscients qu'il existe des conditions substantielles qui relèvent, pourrait-on dire, du droit naturel, de la nature même de l'institution, et puis d'autres qui peuvent être ajoutées par la loi. Et tout le problème était de savoir comment articuler ces deux sources, pourrait-on dire, de validité ou de nullité dans une théorie cohérente. Comment articuler et quelle portée à donner à la loi? Parce que si la loi pose une interdiction ou une obligation de faire quelque chose pour qu'un acte soit valide, mais sans dire par exemple quelle sanction sera encourue en cas de violation de cela, on ne paye pas la taxe que vous avez évoquée, il n'y a pas assez de témoins pour le testament, on ne sait pas quelle est la sanction, comment réagit la doctrine? Elle considère que ça entraîne forcément une nullité ou pas? Alors là, les juristes ont trouvé dans le droit romain une constitution de l'empereur Théodose II, donc celui qui a fait le code théodosien, la constitution non dubium, qui déclarait en substance que quand un acte est interdit par la loi, s'il est tout de même fait, il ne produit pas d'effet, il est invalide, il est nul, il est inutile, dit le texte. Et à partir de cette constitution, les juristes ont dit, en effet, si la loi ne dit rien, par défaut, l'acte contraire à la loi est nul. Le problème étant que ce n'était pas toujours vrai. Comme tout principe, il y avait de nombreuses exceptions. Mais voilà quel était le point de départ. Voilà le point de départ, et notamment les vices substantiels dont vous avez parlé, en les opposant aux vices accidentels. Est-ce que vous pourriez nous donner un exemple pour chacun? Ce que c'est qu'un vice substantiel, ce que c'est qu'un vice accidentel? Oui, alors typiquement, si on vend une chose mais que cette chose n'existe plus, eh bien là on a un vice substantiel. La vente se définit comme étant la vente d'un objet, il n'y a pas d'objet, alors il n'y a pas de vente. Vice accidentel, en fait, ce sont toutes les choses qui... un bon exemple, ce serait... le problème de la violence au moment de la vente. Si quelqu'un a forcé c'est une en circonstance extérieure. À la fin, on a tout de même consenti. Il y avait même un adage qui le disait, même si on a été contraint, on a tout de même voulu. On a été contraint, mais enfin, on a fini par accepter de faire la vente. Donc là, c'est une circonstance extérieure qui pèse sur l'expression du consentement. Et donc ça, c'est quelque chose qui est accidentel par rapport à ce qui définit la vente. On a opposé là substantiel et accidentel par rapport à ces vices. Est-ce que ça recouvre l'opposition entre nullité et annulabilité? Ou est-ce que c'est autre chose? En fait, en très large part, oui. En effet, les auteurs médiévaux ont dit, voilà, il y a d'un côté les actes qui sont nuls, puis de l'autre les actes qui sont annulables. Voilà quelle était la grande typologie. Nuls, c'est ceux auxquels il manque un élément essentiel ou que la loi a déclaré invalide. Et puis annulables, ce sont des éléments qui sont des actes qui sont en eux-mêmes valides. Et les juristes disent vraiment valide. Nous dirions un acte annulable, il est quand même un peu invalide. Eux disent non, il est parfaitement valide, il est simplement rendu inefficace parce qu'on donne une procédure qui permet d'en éliminer les effets. Et à ce sujet, il me semble que vous parlez de la question des sacrements qui avaient été administrés par des personnes incompétentes qui étaient jugées valides mais inefficaces. Bon, ça s'est posé au moment de la querelle des investitures et de la lutte contre la simonie. Donc il y a des évêques qui sont hérétiques, mais qui quand même ordonnent des prêtres. Alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que le sacrement est valable? Alors une réponse, c'était de dire il peut être valable, mais il peut être quand même inefficace. Et dans ce cas-là, c'est un peu le même schéma qui, pour l'acte juridique, s'applique. Et comme vous l'avez dit, pour nous, modernes, il y a un peu une trace de nullité, d'invalidité dans les actes annulables. Pas à l'époque, mais alors comment est-ce qu'il justifie le fait d'annuler des actes qui sont valides? Oui, alors ça renvoie, et là encore c'est un schéma romain qui a été systématisé par les juristes médiévaux. Ils disent l'acte est annulé parce qu'il y a une procédure qui repose
in fine sur ce que nous appellerions l'équité, ou ce qu'ils appelaient d'ailleurs l'équité, c'est-à-dire on donne une procédure pour effacer les effets, quand bien même l'acte est lui-même valide. Bartol, pour essayer de ramener cette procédure à quelque chose d'encore plus général, a inventé une théorie selon laquelle l'annulabilité est une fiction. Il dit... On fait comme si. On fait comme si ce qui avait fait naître l'acte, l'échange de consentement, si c'est une stipulation, eh bien, il a fallu échanger certaines paroles ou peut-être signer un acte, si ceci n'avait pas eu lieu. Donc les faits n'ont pas eu lieu, ça c'est une fiction. Les faits qui ont eu lieu, en fait, n'ont pas eu lieu, alors qu'en fait, ils ont parfaitement eu lieu, et même qu'ils ont produit un acte valide. Mais on fait comme si ces faits n'avaient pas eu lieu, et ça, c'est ce qu'on appelle, ou ce que Bartol, en tout cas, a appelé l'annulabilité. On a parlé de l'annulabilité versus la nullité. Est-ce qu'il y a d'autres grosses distinctions que vous avez rencontrées dans votre travail qui s'étend sur une période historique très longue? Alors, en effet, ça, c'est la distinction cardinale dans laquelle les juristes du Moyen-Âge pensent, et encore beaucoup de systèmes juridiques aujourd'hui. Mais une autre distinction qui a peu à peu été formulée au Moyen-Âge, c'est une distinction qui évoque celle que nous appelons... que nous faisons aujourd'hui entre la nullité absolue et relative, ou respective, comme on disait aussi au Moyen-Âge. C'est-à-dire, il y a des nullités qui sont, disons, invocables par tous, qui produisent un effet objectif, et d'autres qui, l'acte, certes, est nul, il n'est pas annulable, il est vraiment invalide, mais cette nullité ne peut être invoquée que par certaines personnes. Ou alors, elle ne produit des effets, mais on fait en sorte que ces effets ne bénéficient qu'à certaines personnes. Et ça, sans que ce soit une catégorie juridique dans la pensée médiévale, ça n'est devenu que, à l'époque moderne, et essentiellement en France, ce sont surtout les juristes français qui ont beaucoup insisté sur cela. Malgré tout, le terme était parfois employé pour désigner ces espèces de nullités qui, en fait, ont un effet plus limité. Voilà donc, en quelques mots, quelques-unes des distinctions posées par la théorie qu'on pourrait dire classique et postérieure. Et bien voyons maintenant pourquoi, à quoi ça a servi, quelles conséquences on a tirées de ces distinctions. Pourquoi présenter la théorie des nullités? Eh bien pour en déduire un régime, pour en tirer des conséquences, savoir quoi faire devant telle ou telle cause de nullité. En effet, on l'a déjà dit un petit peu, toutes ces nullités ne sont pas traitées de la même façon, et pour le voir, je vous propose de nous concentrer sur certains problèmes où plusieurs solutions étaient imaginables. On va voir que les solutions ont été différentes selon les époques et selon les branches des alternatives précédemment exposées. On verra d'abord cela par rapport au fait même de faire un recours, au principe même du recours, avant de voir les modalités de ce recours. Commençons donc par le principe et par l'influence éventuelle de la théorisation sur l'utilisation d'un recours contre les actes privés. Les testaments, les contrats, etc. Est-ce qu'il fallait toujours faire un recours spécifique ou est-ce que ça dépendait justement du type de nullité selon lequel qu'on affrontait? Alors justement, au Moyen-Âge, l'opposition qu'on a mentionnée à l'instant entre nullité et annulabilité conduisait les auteurs à dire la nullité, c'est quoi? C'est un acte qui n'est pas valide ipso iure, c'est-à-dire en lui-même. Il n'y a pas besoin d'un recours pour le rendre invalide. Il l'est déjà. Alors que l'annulabilité, il est valide et donc ce qu'il faut faire, c'est agir pour pouvoir le rendre inefficace. Donc l'acte nul, en théorie, il n'y a pas besoin d'un recours. L'adjectif même nul laisse entendre qu'il est, au fond, comme inexistant. C'est comme s'il n'existait pas. Donc la partie a besoin... En théorie, pas besoin de recours. Alors comment ça marche? C'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire que c'est si on est actionné pour exécuter l'acte qu'on pourra se défendre en disant non, j'ai une exception, en fait. Je réponds que l'acte... vous me dites, je vous ai vendu ça. Je réponds non, la vente, en fait, est invalide. Donc l'action de l'adversaire est dépourvue de fondement. Voilà le schéma global. Mais en pratique, c'est différent. Vous avez montré que c'était beaucoup plus souple, qu'on engageait des actions alors même qu'on n'avait pas besoin que l'acte était nul et qu'on aurait pu se contenter d'attendre. Pourquoi cette... Bon, le problème, bien sûr, en pratique, c'est que ce système, il est très beau, mais il fait peser d'abord une certaine incertitude, parce que tant que la personne n'a pas agi pour faire exécuter l'acte, la question n'est pas vraiment réglée. Même si on est convaincu que l'acte est invalide, il y a toujours un risque. Donc on comprend, c'est la première raison, que quelqu'un qui avait un acte qui crée une apparence et veuille en fait le faire déclarer nul. Donc même si la doctrine enseignait que l'acte nul n'a pas besoin, il n'y a pas besoin d'un recours contre l'acte nul, en pratique, on le faisait.
On l'a fait d'abord contre les sentences judiciaires, contre les jugements. On comprend assez facilement pourquoi, simplement parce que ça a des conséquences plus directes. Le jugement peut être exécuté et donc on veut tout de suite faire en sorte de l'éliminer. Le jugement est invalide, on veut le faire déclarer comme tel. C'était le cas particulièrement, le problème s'est posé pour les jugements d'excommunication, les sentences d'excommunication, parce que là, elles ont des conséquences très graves. On est privé des sacrements. Dans la société médiévale, c'est un vrai problème. En plus, il fallait demander absolution avant de pouvoir faire un recours comme l'appel contre une excommunication, parce que l'excommunication, ça entraînait entre autres l'incapacité d'agir en justice. Donc, un des problèmes, c'était ça. Et donc là, le recours en nullité contre une sentence d'excommunication permettait de dire ça, si l'excommunication est en fait nulle, on a un recours vraiment spécifique pour pouvoir déclarer qu'elle est nulle. Et puis, ça s'est étendu à tous les actes, peu à peu, mais avec bien sûr, une forme d'absurdité. Absurdité face à laquelle la doctrine a réagi comment? Bien, au début, la doctrine dit non, ça n'a pas de sens d'agir contre un acte nul, on n'en a pas besoin. Mais peu à peu, la doctrine s'est bien rendue compte, et ça, dès le début du XIIIe siècle, Azon, un des grands glossateurs, mentionne dans son commentaire sur le code de Justinien qu'il a connaissance d'un libelle, c'est-à-dire une formule introductive d'instance, qui dit en substance « je demande de déclarer cet acte nul », ou alors, s'il est valide, je demande de l'annuler. C'est-à-dire, quelqu'un, on voit bien, qui agit en disant, en fait, j'en sais rien s'il est nul ou s'il est annulable, et ça m'est égal. Ce que je veux, c'est juste être sûr que cet acte ne produira pas d'effet pour ce qui me concerne. Et donc, la doctrine, au début, dit, c'est absurde, on ne peut pas le faire. Et puis, peu à peu, comme c'est une pratique qui, visiblement, était une pratique fréquente, qui existait devant les tribunaux, et on en a le témoignage à travers ces manuels qui mentionnent des formules, en fait, qui recueillent des formules qui sont employées devant les tribunaux, et bien peu à peu, la doctrine a inventé l'idée qu'on pouvait demander à déclarer un acte nul et que ce serait une procédure qui, comme c'est pas tout à fait une action, parce que si c'était une action judiciaire, elle n'aurait pas d'objet. Pour qu'il y ait une action, il faut que l'action ait un objet. Or, ça n'a pas de sens de demander à déclarer nul un acte qu'il est déjà. Eh bien, on a dit ça relève de ce que on appelait au Moyen-Âge l'office du juge, donc d'une procédure, au fond, où on fait appel à la bienveillance du juge, qui accepte de dire oui, en effet, l'acte est vraiment invalide, et puis éventuellement d'ordonner les restitutions nécessaires. Vous avez parlé du juge. Quel est le sens qu'il faut donner à sa décision? Est-ce qu'il va prononcer une peine contre quelqu'un qui aurait fait une faute en ne respectant pas les règles établies pour la validité des actes, ou est-ce que c'est pas une peine, une sanction? Alors, en fait, ça renvoie en effet à la question que s'est posée la doctrine de savoir si la nullité est ou non une peine. Et c'est une question qui est très actuelle, parce qu'aujourd'hui, on dit souvent la nullité, c'est une sanction, mais c'est plutôt une façon moderne de voir les choses. Et en fait, on peut discuter, est-ce que c'est vraiment une sanction ou pas? Dans la doctrine médiévale, la discussion a aussi eu lieu, et elle a eu une importance, parce que la question qui se posait, c'est de savoir si, dans le cas où une loi, c'est surtout cela, prévoit déjà une peine dans le cas où on a fait un acte qui était invalide. Par exemple, une amende. On a fait un acte, et puis cet acte est interdit, et la loi prévoit qu'il faudra payer une amende. Est-ce que ça suffit? C'est-à-dire, est-ce que finalement, si on paie l'amende, l'acte devient quand même valide, ou est-ce que cette peine se cumule avec la nullité? Dans un sens, si on dit que la nullité est une peine, eh bien, on invoquait le principe selon lequel nebis in idem, il n'y a pas deux peines pour la même infraction. Et donc, dans ce cas-là, on dit il faut choisir. Ou alors, si on dit c'est pas une peine, c'est plus facile d'admettre le cumul. D'où la discussion. Alors, il y a eu des arguments, on ne va pas en faire état ici, mais à la fois pour et contre, mais qui renvoient en effet à une problématique très, très actuelle, parce que la question de la peine renvoie in fine à la question du positionnement de la nullité par rapport à la formation de l'acte. D'un côté, on peut dire la nullité, c'est quelque chose qui vient après coup, pour sanctionner un acte qui ne répond pas aux conditions qui ont été posées par la loi. Mais d'un autre côté, on peut dire ces conditions, comme elles sont constitutives de l'acte, effectivement, si l'acte est nul, il n'a simplement jamais été formé. Donc ce n'est pas une peine, c'est autre chose, c'est que l'acte n'existe pas, ou n'existe pas comme acte juridique. Acte juridique, on a vu d'abord les contrats, il y a aussi les jugements que vous traitez dans votre thèse. Face à ces jugements, est-ce qu'il y a une voie spéciale pour faire disparaître ceux qui sont nuls? Est-ce qu'on utilise l'appel? Est-ce que, encore une fois, la distinction entre nullité et annulabilité a une conséquence ici? Alors, elle en a une, parce que, donc, là aussi, si on suit la théorie
Normalement, si le jugement est nul, il n'y a pas besoin de faire un recours. Il suffit d'attendre que l'autre partie demande son exécution et à ce moment-là, on utilisera l'exception de nullité en disant non, ce jugement est invalide. En pratique, on peut vouloir régler le problème tout de suite. L'appel posait un problème parce que l'appel suppose qu'il y ait une sentence contre laquelle on fait appel. Or, si on dit que la sentence est nulle, dans le schéma médiéval, cette sentence, elle est presque inexistante. Alors, on ne peut pas faire appel. Donc, ça a posé de gros problèmes pour les juristes. L'autre possibilité est de demander au juge qui a rendu la sentence de la rétracter. Mais, comme tout ceci ne suffisait pas, un troisième recours a été peu à peu dégagé. Et ça consistait à faire un recours en nullité devant le juge supérieur, le juge d'appel. Et on a appelé ça le recours en nullité. C'est un recours qui a existé et qui a été donc employé en Italie, en Allemagne, et reconnu par les auteurs de la doctrine savante, qui en France, en revanche, n'a jamais été totalement admis. En fait, en France, on a toujours utilisé l'appel, avec ce que ça implique, c'est-à-dire les délais très courts pour faire appel, 10 jours, contre les décisions qui étaient nulles. On va justement parler un peu de ça, en voyant les modalités de ces actions en nullité. En voyant d'abord la question justement du délai, vous avez dit que c'était 10 jours. Ça, c'est pour les jugements que l'on veut attaquer. Et pour les actes privés, les contrats, les testaments, est-ce qu'on va considérer que parce que c'est nul, on peut tout le temps les attaquer, ils n'existeront jamais? Ou est-ce qu'il y a eu des délais qui ont été fixés? Alors, le délai pour le recours en nullité a été fixé, c'était le délai de droit commun à 30 ans dans le droit commun. Il y a des différences ensuite dans les législations particulières. On peut mettre les délais que l'on veut. Ce délai de 30 ans correspond au délai symétrique de 30 ans pour faire exécuter l'acte. Donc en fait, on peut dire en substance que la nullité est invocable perpétuellement si on veut, mais elle est invocable perpétuellement parce que tout simplement au bout de 30 ans, l'action en exécution, si elle disparaît, fait que l'acte lui-même ne produit plus d'effet. On a parlé de la durée. Quid des personnes? Est-ce que les distinctions que nous avons vues tout à l'heure ont une influence sur l'étendue de l'intérêt à agir des personnes susceptibles de saisir le juge? Alors là, ça renvoie en fait à la question de la nullité relative. Et là aussi, si on se place dans le schéma développé au Moyen-Âge, la nullité, c'est tout ou rien. Si l'acte n'existe pas ou qu'il est... eh bien, il n'existe pas. Dans la pratique, un exemple que les juristes médiévaux ont beaucoup étudié, c'était le problème de ce que l'on appelle, nous, le negotium claudicans, c'est-à-dire un contrat qui a été fait par un mineur, qui donc n'était pas compétent pour le faire, avec un majeur. Et les juristes romains employaient l'expression de negotium claudicans pour dire le contrat est boiteux. Parce que, alors les juristes romains ne se posaient pas la question de savoir s'il était nul ou annulable, mais ils employaient des termes qui laissaient plutôt entendre que le contrat était nul, inexistant. Le problème, c'est que en bonne logique, ce que l'on veut ici, c'est protéger le mineur, qui a été victime du majeur, qui l'a peut-être induit en erreur ou autre. Et donc, on voudrait en fait que la nullité ne soit invocable que par le mineur et pas par le majeur. Et donc, en fait, ça revient là vraiment à avoir une pensée qui n'est pas du tout une pensée sur la question de savoir si l'acte existe ou pas, mais plutôt quel est le but poursuivi quand on dit que l'acte fait par un mineur est nul. En fait, on aurait très bien pu dire qu'il était annulable. Ça aurait été beaucoup plus simple. Sauf que le droit romain a employé des termes qui, ici, ne pouvait pas être interprété autrement qu'en disant l'acte est nul, il est inexistant. Alors les juristes médiévaux ont bien dû construire à partir de là cette idée de nullité relative et donc d'un intérêt à agir limité aux mineurs. Oui, parce que nous avons presque dans nos gènes une sorte de nominalisme aujourd'hui où on fait un peu ce qu'on veut avec le droit, mais à l'époque ils se sentaient vraiment contraints, nos ancêtres juristes, par le droit romain et il fallait pas trop en sortir. Oui, c'est tout on imagine mal que jusqu'au XVIIe siècle, faire du droit, ça veut essentiellement dire commenter le droit romain et le droit canonique. Et le droit romain, c'est un corpus figé qui ne bouge plus. Donc on est lié en partie par ce qui est écrit. Et une autre question sur les personnes, est-ce que quelqu'un pouvait renoncer à agir en disant « Ok, peut-être que j'ai subi une violation d'une règle et donc je pourrais invoquer une nullité, mais je ne le ferai pas ». Oui, la question s'est posée, c'est la question des renonciations. Le problème se posait tout particulièrement quand on renonçait au moyen d'un serment, et ce qui était fréquent au Moyen-Âge, on le sait dans les actes, c'est une question qui a été beaucoup étudiée, les renonciations à se prévaloir de tel ou tel bénéfice, qui peut être un bénéfice d'annulation. L'action en cas de dol, c'est une action plutôt d'annulation et on peut y renoncer, ça c'est pas vraiment un problème, mais aussi à des actions en nullité. Et dans ce cas-là, c'est plus un problème parce qu'on a un conflit entre en fait deux normes. D'un côté, l'acte qui est nul, et puis d'un autre côté, le serment
qui a aussi une valeur à la Devant fois Dieu. éthique et morale très très grande. Et alors, c'était évidemment, là aussi, différentes théories ont été développées pour donner soit plutôt la préférence au serment, soit au contraire la préférence à la loi. Concrètement, en France, quand on voulait faire annuler un acte, il y avait, je crois, ce qu'on appelait des lettres de récision. Qu'est-ce que c'est? Comment est-ce qu'on les a utilisées? Pourquoi? Alors, justement, ces lettres de récision, donc ça consistait à faire quoi? Ça consistait à demander au roi, en fait, à la chancellerie, une lettre pour se prévaloir d'un bénéfice de nullité ou d'annulation. Alors, au début, c'est une question qui a été étudiée dans les années 50 par Auguste Dumas, dans un article qui reste toujours très actuel et très, 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 très complet sur cette question, précisément lorsqu'on avait renoncé Par un serment, par exemple. Par un serment, et donc à se faire, en gros, relever, sinon du serment, c'est plutôt la compétence des officialités, du moins de la conséquence juridique de ce serment, qui était qu'on ne pouvait plus invoquer le bénéfice de nullité. Au XVIe siècle, il semble que ces lettres aient été employées dans de très très nombreux cas, pour énormément de choses, y compris dans des cas où l'acte était vraiment, nul, et où, en principe, il n'y avait pas vraiment besoin, le roi n'avait rien à voir dans tout ça. C'était pas un bénéfice particulier qui était accordé au roi dans un cas où l'acte était valide, et puis parce que il trouvait que c'était équitable, il dispensait la personne en question d'exécuter l'acte. C'était employé même pour des actes nuls. Et puis, au XVIe siècle, la doctrine a essayé de systématiser l'usage des lettres de récision et a finalement inventé la double théorie selon laquelle ça sert surtout pour les actes qui sont en fait annulables, c'est-à-dire les actes qui sont valides, et ce qu'on demande au roi, c'est de faire ce que faisait le prêteur à Rome, c'est-à-dire d'accorder un bénéfice particulier à quelqu'un contre un acte en lui-même valide. Et puis on a inventé aussi cette théorie très XVIe siècle de dire c'est pour pouvoir invoquer les bénéfices tirés du droit romain, par opposition aux bénéfices tirés des ordonnances royales. Qui, eux, n'auraient pas eu besoin de... Bon. En fait, c'est pas du tout né comme ça, mais c'est devenu quelque chose qui était enseigné sous l'Ancien Régime. Donc, c'est devenu une vérité, non pas parce que c'est vrai historiquement, mais parce qu'on l'a pensé. Donc, à force, ce qu'on pense devient vrai. Et on a saisi le juge avec, en général, donc une lettre de récision. Après, le juge, est-ce qu'il a une liberté d'appréciation ou est-ce qu'il a l'obligation de prononcer la nullité? Est-ce qu'il est une compétence liée? Alors là, bien sûr, c'est une question... En général, s'il y a une lettre de récision, la lettre était formulée de telle sorte qu'on incite le juge à annuler le contrat. Et donc là, il est plutôt lié par la lettre. De façon générale, ça renvoie à la question de savoir s'il existe des nullités que l'on appelle aujourd'hui facultatives, c'est-à-dire avec un pouvoir d'appréciation pour le juge. C'est, à mon avis, une question que l'on pose parfois aujourd'hui dans des termes un peu faux. Le juge n'a pas vraiment de pouvoir d'appréciation sur la question de savoir si l'acte est valide ou non. Il a plutôt un pouvoir d'appréciation sur les faits qui déterminent la question de la validité ou non. Et donc, dans certains cas, effectivement, c'est lié à des considérations d'équité. L'exemple typique, c'est la lésion. Alors, bon, sauf que la lésion, aujourd'hui, c'est très encadré. C'est la lésion d'outre-moitié. Il faut 7/12 du prix dans certains cas. Et donc, là, le juge fait un calcul vraiment arithmétique. Mais dans d'autres cas, et notamment dans le passé, le juge pouvait avoir plus de pouvoir d'appréciation sur, au fond, est-ce que ce contrat est équitable ou non. Là, dans ce cas-là, il a un pouvoir d'appréciation, mais pas tant sur la question de la nullité, mais plutôt sur la question de l'équité. Eh bien, merci Florian d'avoir répondu à toutes mes questions qui ne donnent qu'un aperçu de votre thèse extrêmement riche, dont je rappelle le titre, Les origines de la théorie des nullités 12e, 19e siècle. On en trouve une version numérique sur Internet, mais je crois aussi que vous allez en publier une version remaniée, non? Oui, c'est en projet, et j'espère qu'elle paraîtra peut-être d'ici 1 an ou 2. L'éditeur reste encore à déterminer. En tout cas, j'espère que nos auditrices et nos auditeurs iront la lire, et je vous remercie encore d'être venus. Merci aussi au laboratoire IDPS de l'Université Sorbonne Paris Nord pour son soutien financier, à Pierre Damel, Laura Marie-Rennes et Isabelle Potier pour leur soutien technique, et merci enfin à vous, chères auditrices et chers auditeurs, d'avoir suivi ce podcast que vous pouvez bien sûr réécouter, partager et commenter sur les réseaux sociaux. En attendant le prochain épisode des Lois de l'Histoire, le podcast sur l'actualité de la recherche en histoire du droit.